À tous, bonjour, je m'appelle Khaled Benchir et aujourd'hui je vais vous présenter et animer une conférence qui parlera des étoiles. Donc vous inquiétez pas, ça va être bien, on va bien s'amuser. Voilà. Donc les étoiles, qu'est-ce que... Déjà... Voilà, c'est parti. Donc, aujourd'hui, on va parler des étoiles. Mais je vais tout d'abord vous expliquer dans l'introduction quelques notions qui vont être utiles pour que vous compreniez mieux tout au long de la conférence quelques concepts qui peuvent être compliqués pour certaines personnes qui n'ont pas de base, tout simplement. Je veux dire, certaines notions concernent l'astronomie, l'astrophysique. On va s'en occuper, il n'y a aucun problème. Tout d'abord, on va voir la notion d'univers. Qu'est-ce que l'univers et comment ça se passe? Par exemple, quand un scientifique vous parle de l'univers, lorsqu'on vous parle de la matière dans l'univers, qu'est-ce qui se passe et comment est-ce que ça interagit vraiment? Tout d'abord, on va y aller par étapes à travers plusieurs images qui vont vous montrer notre univers dans lequel on va dézoomer petit à petit. Vous comprenez? Donc on commence par le zoom le plus petit, c'est-à-dire la Terre. La Terre qui est la planète où on habite. Donc la Terre, 45 000 km de diamètre, voilà. C'est quand même plutôt pas mal. C'est-à-dire que c'est assez grand. Donc on vit dessus, on est 7 milliards dessus, il n'y a aucun problème. Mais c'est pas aussi grand que ça comparé au reste de l'univers, on va voir ça petit à petit. On passe au deuxième niveau de difficulté un deuxième niveau de complexité, c'est marrant, comparé dans notre univers qui est qui est le système solaire. Il faut toujours garder en tête que chaque image que je vous montre restera au milieu. Par exemple, là, la Terre est au milieu de l'image. Et là, c'est une image du système solaire, avec notre Soleil au milieu, plusieurs planètes dans leurs orbites. On a Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, et enfin Pluton. Pluton qui est redevenu planète depuis un an. Bon, ça c'est anecdotique. Donc ça, c'est le deuxième niveau, notre système solaire. Il faut aussi se dire que c'est assez grand. Pour vous donner un exemple, la sonde Voyager qui a été envoyée dans l'espace par les Américains en 1970 a quitté le système solaire il y a 3 ans. Donc elle a mis quelque chose comme une quarantaine d'années pour sortir de notre système solaire avec un carburateur à pleine puissance. Donc ça va, c'est quand même assez grand. L'humain est allé c'est le point le plus loin dans lequel est allé l'humain. Mais nous, on va quand même dézoomer un peu plus et on va voir le voisinage interstellaire. Qu'est-ce que le voisinage interstellaire? C'est très, très intéressant. C'est toutes les étoiles qui sont comprises dans la zone qui entoure notre Soleil. On a bien sûr le système solaire au centre de l'image, et tout autour d'elle se trouve tout un plein d'étoiles qui sont plus ou moins grandes comparées à notre Soleil. La plus proche, c'est Proxima du Centaure. Elle est quelque chose comme 4,2 années-lumière. Il faut dire aussi que l'année-lumière est une distance. Et c'est la distance que traverse la lumière au bout d'1 an. Ça fait quelque chose comme 9 000 milliards de kilomètres. D'accord? Donc l'étoile la plus proche, elle est à 4,2 années-lumière. Et c'est quand même assez proche comparé à d'autres objets de notre univers. Toujours, on va encore un peu plus dézoomer. On va passer à un niveau un peu plus grand de complexité. On passe à la Voie lactée. Notre galaxie s'appelle la Voie lactée. Donc, du coup, qu'est-ce qu'une galaxie? Eh bien, une galaxie, c'est tout un amas d'étoiles, de gaz, de poussière, de planètes qui sont toutes en orbite. Oui, en très grandes orbites, autour d'un trou noir qui est au centre. Ne vous inquiétez pas, on va voir ce que c'est que les trous noirs un peu plus tard. Mais en tout cas, notre Voie lactée, bon, ne déroge pas à la règle, c'est une galaxie, du coup elle a un trou noir au centre, et plusieurs centaines de milliards d'étoiles qui sont en train d'orbiter autour de ce trou noir. Parce que oui, la galaxie est en train de bouger, elle n'est pas fixe dans l'espace. D'ailleurs, techniquement, rien n'est fixe dans l'espace. Mais c'est comme ça que ça se passe. Du coup, nous, on est à peu près ici, dans un des bras de la Voie lactée, qu'on appelle le bras de la Vierge. Donc
chacun des bras a un nom des signes du zodiaque, tout simplement parce que les constellations étaient appelées grâce aux signes du zodiaque dans l'ancien temps. Donc, du coup, là, on va passer encore à un niveau supérieur de complexité. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la galaxie? Eh bien, au-dessus de la galaxie, voilà. Au-dessus de la galaxie, on a le groupe galactique local. Encore dézoomé, encore un peu plus loin, notre Voie lactée est toujours au centre. Et tout autour d'elle se trouvent plusieurs petites étoiles qu'on appelle solitaires, puisqu'elles ne sont en orbite autour de rien du tout, et qu'elles sont fixes, et qu'en plus, elles sont complètement isolées comparées à d'autres étoiles. Par exemple, ici on a Antares, bon, vous ne pouvez pas voir à cause de la définition, mais ici par exemple on a Antares ou Pollux, qui sont des étoiles qu'on appelle solitaires, car elles n'appartiennent pas à une galaxie. Mais on a aussi une autre galaxie, Andromède, un peu plus loin par là. Cette galaxie, bah, par exemple, c'est par exemple, dans quel mouvement elles font ces galaxies? Eh bien, il faut savoir que dans 3,5 milliards d'années, quelque chose comme ça, la Voie lactée, notre galaxie, et Andromède, l'autre galaxie, vont rentrer en collision. Elles sont en train de se foncer dessus. Et cette collision créera plusieurs nouvelles étoiles. Ça va être un grand événement stellaire. Mais je ne pense pas qu'on sera là pour y assister. Du coup, encore un peu plus en arrière, on va tomber sur... Voilà, le supercluster de la Vierge. Bon, le mot fait un peu peur, mais on va s'en sortir. Qu'est-ce qu'un supercluster? Il faut d'abord... Chaque groupe d'étoiles qui sont ensemble sont définis comme étant une galaxie. On est tous d'accord. Mais chaque groupe de galaxies est aussi défini comme étant un cluster. C'est le nom scientifique de la chose. Et nous, notre cluster, c'est aussi le cluster de la Vierge. C'est un amas de galaxies. On a toujours notre groupe galactique local qu'on a vu dans le slide suivant au centre. Et tout autour d'elle se trouve tout un autre amas. Il faut vous imaginer que chaque point que vous êtes en train de voir est une galaxie. Il y en a quelques millions là-dessus. Et dans chaque galaxie, il y a plusieurs milliards d'étoiles. Chacune d'entre elles contenant quelque chose entre une dizaine et une vingtaine de planètes qui orbitent autour. C'est très 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 grand. Donc notre groupe galactique, notre supercluster, qui étant celui de la Vierge, et ouais, donc du coup le supercluster de la Vierge. On va encore plus reculer en arrière, on va trouver notre supercluster local. Il faut toujours vous mettre en tête que nous, on vient juste au centre de la photo. Notre supercluster de la Vierge est juste là. Et tout autour de lui se trouvent plusieurs autres superclusters. Certains ont des noms, d'autres ont des noms réels, comme le supercluster du Centaure, le supercluster de Ursa Majoris, et supercluster de Ursa Majoris. Bien sûr, il faut aussi se mettre en tête que ces superclusters sont d'énormes amas de galaxies, qui sont eux-mêmes d'énormes amas d'étoiles. C'est des dimensions que l'être humain ne peut pas s'imaginer. D'accord? Et on va reculer encore une dernière fois pour tomber sur l'univers observable. Là, c'est très intéressant parce qu'on est en train de voir le concept même d'univers. Qu'est-ce que l'univers dont sont en train de parler les scientifiques? Eh bien, c'est cette boule, en gros, avec au centre la Terre. Comme vous voyez depuis tout à l'heure, on est en train de reculer. La Terre est toujours au centre de l'image, qui est elle-même au centre de l'image du système solaire, de la Voie lactée, de notre supercluster, et ainsi de suite. Et là, on a l'univers observable. Mais qu'est-ce que c'est que l'univers observable? Eh bien, l'univers observable, c'est ça. C'est une boule de 13,77 milliards d'années-lumière, l'année-lumière étant une distance, 13,77 milliards d'années-lumière, et avec la Terre au centre. Donc certains pourront se dire, mais donc la Terre est le centre de l'univers, pas du tout. Il faut d'abord comprendre certains concepts de la physique. La lumière est une particule qui va très très vite. C'est d'ailleurs la particule qui va le plus vite de tout l'univers. 300 km secondes. Mais c'est une vitesse finie, ce n'est pas une vitesse infinie. Donc lorsque, par exemple,
traverser une distance, la lumière met quand même du temps. Juste pour vous donner un exemple, le soleil qu'on est en train de voir, sa lumière a 8 minutes à nous atteindre. La lumière qui est en train de nous parvenir de là-bas, elle a mis 8 minutes à atteindre notre Terre. Et du coup, techniquement, lorsqu'on regarde le soleil, on est en train de voir le soleil d'il y a 8 minutes, dans le passé. Ça marche aussi pour la Lune. La lumière de la Lune met 3 secondes à nous atteindre. Donc à chaque fois que vous regardez la Lune, vous ne la regardez pas maintenant. Ce n'est pas son état actuel, c'est son état d'il y a 3 secondes. Et plus on va plus loin, plus cet effet augmente. Par exemple, quelque chose qui est, mettons, la Proxima du Centaure, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous ai dit qu'elle était à 4,2 années-lumière. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que lorsque nos télescopes sont pointés vers elle, on la voit 4,2 années en arrière, dans le passé. Et plus on va plus loin, plus ça va marcher. Donc, qu'est-ce que ça nous avance? Qu'est-ce que ça nous montre sur l'univers observable? C'est très simple. L'âge de l'univers est estimé à 13,77 milliards d'années. Ce n'est pas un hasard si l'âge de notre univers est égal au rayon de la boule dans lequel on est en train de voir. C'est tout simplement parce que avant l'existence de l'univers, la lumière ne pouvait pas se propager. Elle était comprimée dans un point infinitésimal, dans un point tout petit. Et ce point tout petit, qui s'est dilaté après le Big Bang, a permis plus tard à la lumière de se propager. Et bien, c'est aussi simple que ça, puisqu'il n'y a pas de propagation de la lumière antérieure à 13,77 milliards d'années, on ne voit rien plus vieux que 13,77 milliards d'années. Et ceci est l'univers qu'on voit. Ça, ce sont les bords de l'univers observable. Et il faut aussi savoir qu'en dehors de cette boule qui grandit à la vitesse de la lumière du coup, puisqu'elle grandit de 1 seconde lumière toutes les secondes, 1 année lumière tous les ans, quelque chose comme ça. En dehors de la boule, on ne sait rien. On n'a aucune idée de ce qui se passe. On n'a absolument aucune information. Parce que c'est l'une des caractéristiques principales de l'univers. L'information ne peut pas voyager plus vite que la lumière, puisque c'est la particule qui voyage le plus vite. C'est la vitesse maximale qu'elle peut atteindre. Et du coup, notre vue, notre champ de vision sur l'univers est limité par ça. Mais on va plutôt se recentrer dans notre conférence qui, elle, parle des étoiles. Donc, je vais tout d'abord vous parler de la formation des étoiles, comment elles se forment et à partir d'énormes cette nébuleuse-là, qui est la nébuleuse qu'on appelle la nébuleuse du crabe, elle fait quelque chose comme, on va dire, 55 millions d'années-lumière. Donc, vous faites le calcul, 1 année-lumière, ça fait 9 000 milliards de kilomètres. On va dire que c'est pas super petit, c'est plutôt l'inverse. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comme vous savez, comme vous connaissez tous ce qu'on appelle la force de gravité. Gravité, on sait tous ce que c'est. Lorsque je lâche mon truc ici, il tombe parce qu'il est attiré par la Terre. Qu'est-ce qui se passe? C'est que mon portefeuille est un objet plus petit que la Terre, et du coup, mon portefeuille est attiré par la Terre. C'est ce qu'on appelle une réaction de gravitation. Mais l'inverse est aussi vrai. La Terre, en ce moment même, a été attirée par mon portefeuille, mais à une distance tellement petite qu'elle est complètement négligeable. C'est de l'ordre de 10 puissance moins 27, c'est infinitésimal. Donc, cette nébuleuse qui petit à petit va se concentrer en un seul point, grâce, comme je vous l'ai dit, à la gravité, va petit à petit se rétrécir, pour former ce qu'on appelle une protostar. Ceci est une protostar, c'est-à-dire que la quasi-totalité de l'étoile s'est formée grâce au gaz dont était contenue la nébuleuse, et tout autour d'elle se trouve un anneau qu'on appelle un disque d'accrétion. C'est tout bête, hein, c'est juste de la poussière, du gaz et beaucoup de roches qui tournent en orbite autour de notre étoile. C'est d'ailleurs comme ça que notre Terre, que tout notre système solaire et que la totalité des systèmes qui existent dans l'univers se sont formés. C'est tout simplement une étoile qui s'est créée au milieu, et toute la roche, la poussière et les gaz qui sont autour sont entrés en orbite et petit à petit, par le même effet de gravitation, ont formé des boules compactes, comme aujourd'hui notre Terre, ou d'autres boules compactes de gaz, comme Jupiter. D'accord ?
Donc maintenant on a vu comment une étoile se formait, mais physiquement, qu'est-ce que c'est qu'une étoile? Parce que on sait que c'est une grosse boule de gaz, mais Jupiter aussi est une grosse boule de gaz, pourtant elle ne brille pas, elle ne chauffe pas, elle ne nous envoie pas de la lumière, de la chaleur, des radiations et tout plein de trucs. Donc qu'est-ce que c'est qu'une étoile? Une étoile, c'est une boule de plasma en fusion. Bon. C'est le truc que j'ai trouvé sur Wikipédia, écrit boule de plasma en fusion. Donc bon, je suis allé voir plasma, je suis allé voir fusion, je suis allé voir boule aussi. Bon. Et après avoir vu tout ça, qu'est-ce qu'on peut en déduire? C'est que notre étoile, enfin toutes les étoiles qui existent, ce sont des boules d'hydrogène. Et qu'est-ce qui se passe lorsque autant de matière, parce qu'il faut vous imaginer que c'est quelque chose d'énorme, la plus petite des étoiles, vraiment la plus petite, fait quelque chose comme notre Soleil, ou voire peut-être un peu moins. Quand je parle de notre Soleil, c'est la masse, parce que c'est un facteur très important dans le développement des étoiles et dans leur vie, la masse des étoiles. Qu'est-ce qui se passe? Et bien en fait, on va voir grâce à ce diagramme, ceci est notre étoile, et il y a deux forces qui la régissent. Il y a un équilibre, qu'on appelle équilibre hydrostatique, mais hydrostatique ne veut pas dire grand-chose, c'est juste un mot qu'ils ont mis dessus, mais il faut comprendre que c'est un équilibre. Un équilibre entre quoi? Un équilibre entre deux forces, parce qu'il y a deux forces qui sont en train de s'appliquer sur notre étoile. Quelle est la première force? La première force, c'est le poids de l'étoile elle-même, parce que autant de masse, c'est très très lourd. Pour prendre un exemple, notre Terre, qui est quand même assez massive, et exerce un poids, son propre poids, sur elle-même, sur la Terre. Par exemple, lorsque vous nagez, si vous descendez à 1 cm sous l'eau, vous remarquez rien. Mais si vous descendez à 200 mètres sous l'eau, la pression commence à taper. Et à 1 km sous l'eau, l'humain ne peut tout simplement pas y aller, car parce que la pression est beaucoup trop forte. Et bien, même chose pour l'air. Nous, on vit sur une pression de 1010 à peu près hectopascal. C'est la pression de l'air que l'air exerce sur nous. La pression de la Terre exerce aussi une pression sur elle-même. Et au centre de la Terre, c'est de la roche en fusion. C'est de la roche fondue. Vous comprenez? C'est toute cette pression qui est appliquée au cœur de notre Terre, du Soleil, ou même de tout corps qui existe, applique une température. Et cette température fait fondre ce qu'il y a au centre. Donc pour notre Terre, tout ce qui se passe, c'est que la roche fond, et ça donne du magma, le magma qui est au centre de notre Terre. Pour une étoile, c'est un peu différent, puisque la masse est tellement énorme qu'elle en arrive à produire des réactions nucléaires. Qu'est-ce qu'une réaction nucléaire? Une réaction nucléaire, enfin quand on parle de réaction nucléaire, il y en a deux, la fusion et la fission. Mais on va plus s'intéresser à la première. Qu'est-ce que la réaction de fusion nucléaire? C'est tout simplement deux atomes qui, en se rapprochant, fusionnent et forment un nouvel atome. Lorsque vous, par exemple, vous fusionnez un atome d'hydrogène avec un autre atome d'hydrogène, les deux possédant un proton, lorsqu'ils vont fusionner, ils vont donner un atome avec deux protons, c'est-à-dire de l'hélium. Une toute nouvelle matière. Et bien, c'est très exactement ce qui se passe. Or, cette réaction produit de l'énergie, et elle n'en produit pas qu'un peu, mais vraiment beaucoup. Genre vraiment, vraiment beaucoup. Et c'est cette pression qui est exercée depuis le cœur vers l'extérieur de l'étoile qui donne le contrepoids du poids. Parce que s'il n'y avait pas cette pression juste là, nucléaire, voilà. La réaction de fusion nucléaire, par exemple, regardez, les trucs jaunes, ce sont des protons, les trucs bleus, ce sont des neutrons. C'est de la physique de base, enfin je pense, vous comprenez? C'est une vraie question, ouais. Vous comprenez, oui, c'est bon. Donc ces deux particules, plutôt ces deux noyaux d'atomes, lorsqu'ils fusionnent, ils vont avoir deux protons. Et tout noyau qui possède deux protons, c'est de l'hélium. C'est aussi simple que ça, c'est ainsi que la matière change autour de nous. Le carbone possède 6 protons. S'il en possédait 8, ça serait de l'oxygène. Ça ne serait pas pareil. Par contre, le nombre de neutrons peut changer, lui, quant à lui. Mais comme vous pouvez le voir, la fusion du deutérium, c'est l'hydrogène, hein, ne cherchez pas. Donc le deutérium, c'est de l'hydrogène. Le tritium, c'est de l'hydrogène aussi. Tritium, voilà, excusez-moi. Donc le tritium, lorsqu'il fusionne, c'est l'hydrogène aussi. Et lorsque les deux fusionnent, qu'est-ce qui se passe? Un énorme
dégagement d'énergie. C'est cette énergie qui produit la force, qui va permettre à l'étoile de se stabiliser, d'exister pendant quelque temps. Parce que normalement, une aussi grosse boule de matière devrait tout simplement s'effondrer sur elle-même. Voilà, maintenant, j'ai fini mon introduction, je vais partir sur le principal de notre conférence et je vous les décomposer en 3 parties. Ces 3 parties sont les naines blanches, les naines jaunes et les supergéantes rouges. Ce sont 3 types d'étoiles, il y en a plusieurs. Je ne peux pas tous les faire, franchement, j'ai essayé, mais c'est pas possible. Et on va commencer tout de suite par la classe d'étoiles la plus petite, parce qu'elles sont dans l'ordre croissant. La classe d'étoiles la plus petite, ce sont les naines blanches. Donc, qu'est-ce qu'une naine blanche? Ceci est une photo d'une naine blanche. Donc, les naines blanches sont la classe d'étoiles la plus petite qui existe. D'accord? En général, leur taille varie entre 1 ou 2 fois la taille de la Terre, et leur masse varie entre 0,8 et 1,4, c'est la masse du Soleil. Oui, c'est des maths, mais c'est important quand même. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces naines blanches? Voilà. Je vous ai remis exactement le même schéma pour vous expliquer ce qui est à l'intérieur de ces naines blanches, qu'est-ce qui se passe. Comme je vous l'ai déjà montré, la pression est grande, le poids est grand, puisque c'est des objets très lourds, mais dans le cas de la naine blanche, qui est la classe d'étoiles la plus petite, le poids n'est pas très grand. Les forces qui sont appliquées sur l'étoile en elle-même à cause de son propre poids, c'est pas super grand. Et derrière, eux, pour les réactions de fusion nucléaire qui se passent à l'extérieur, ils sortent toujours le même taux d'énergie. Hein. Ça n'a jamais posé de problème. La fusion de 2 atomes d'hydrogène produit toujours le même montant d'énergie. Et ben, lorsque une naine blanche commence à avoir beaucoup trop de réactions à l'intérieur d'elle-même pour pouvoir les contenir, et lorsque son poids n'est pas encore assez suffisant pour contenir ces énergies de pression qui sont exercées à partir de son cœur vers l'extérieur, il se passe ce qu'on appelle une supernova. Bon, la supernova, on va voir ça un peu plus tard. Mais pour l'instant, c'est un gros topo sur les naines blanches. Donc, mais ça, c'est un cas d'extrême. Une naine blanche normale, petite, qui vit tranquillement sa vie d'un seul côté, elle ne va rien subir. Et c'est d'ailleurs la classe d'étoiles qui vit le plus longtemps. D'ailleurs, on pourrait même comparer les étoiles à des voitures. Si vous prenez une voiture avec 1 litre d'essence, et une deuxième voiture, toujours avec 1 litre d'essence. La première, on lui dit, tu n'as le droit d'aller qu'à 10 km/h. La deuxième, on lui dit, tu n'as le droit d'aller qu'à 100 km/h. Laquelle des 2 voitures va parcourir le plus de distance? Eh bien, c'est tout simplement la voiture à 10 km/h. Parce que plus on consomme rapidement, plus on consomme de surplus comparé à ce qu'on devrait consommer dans un cas normal. Et bien, pour les étoiles, c'est très exactement la même chose. Les naines blanches sont tellement petites qu'elles consomment leur carburant, c'est-à-dire l'hydrogène, pour faire fusionner, très lentement. Très lentement. Même incroyablement lentement comparé aux autres étoiles. Pour vous donner un exemple, notre Soleil, qui est naine jaune, vit environ en moyenne entre 8 et 6 millions d'années, à peu près. Non, milliards, excusez-moi. C'est entre 8 et 6 milliards d'années, en gros. Une naine blanche, ça vit 800 milliards d'années. Une naine blanche, ça vit tellement longtemps que notre univers n'est pas encore assez vieux pour voir ce que ça donnera plus tard. D'accord? Mais puisque bon, on est des humains, on essaie de se casser un peu la tête sur ce qui se passe dans le futur, et on a établi une théorie sur en général qu'est-ce qui se passe dans le futur, et ceci est une naine brune. C'est ce qu'on donne comme futur aux naines blanches. Qu'est-ce qu'une naine brune? Eh bien, une naine brune, c'est une étoile, comme toutes les autres, sauf que, étant donné qu'elle a bouffé la quasi-totalité de son hydrogène, eh ben, elle brûle moins. Et ce qui est très drôle, c'est que comme en général les étoiles, on les imagine très chaudes, la surface de notre Soleil fait quelque chose comme 15 000 degrés Celsius, et ben la surface d'une naine blanche, ça fait quelque chose comme 15 degrés, 20 degrés, pas beaucoup plus. Ouais, on pourrait vivre dessus, enfin non, techniquement pas, mais... Enfin, on pourrait pas vivre dessus carrément, mais oui, il fait assez bon sur les naines blanches. Pas trop de péripéties et tout ça. Et c'est cette destinée qui attend en général les naines blanches. Bon, maintenant qu'on a bouclé les naines blanches, on va passer à un truc un peu plus intéressant, qui sont les naines jaunes. Les naines jaunes, c'est notre classe d'étoiles à nous, c'est-à-dire celle du Soleil.
le Soleil est une naine jaune. Ça veut dire que les étoiles comme notre Soleil ne sont pas particulièrement grandes comparées à d'autres étoiles. Elles sont même plutôt petites. Et elles ont des caractéristiques très différentes comparées aux naines blanches et aux autres classes d'étoiles qui existent. Pourquoi? Tout simplement, comme vous le voyez, notre Soleil qui est là, d'ailleurs notre Soleil qui est l'unité de mesure des masses de chaque étoile. Une masse solaire, c'est une fois la masse du Soleil, et toutes les masses de toutes les étoiles sont calculées ici. Donc on va étudier un peu plus notre Soleil. Notre Soleil c'est quoi? Notre Soleil c'est le centre du système solaire. Donc on va voir un peu plus le système solaire en détail. Le système solaire, c'est Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. D'accord? Mais c'est pas que ça. Parce que là, les planètes sont montrées dans l'ordre, mais pas du tout à l'échelle. Le Soleil est beaucoup plus grand que ça, comparé à la Terre. Le Jupiter est beaucoup plus grand comparé que ça à la Terre. Et surtout, les distances entre chacune d'entre elles n'est absolument pas respectée. Mais du coup, si les distances étaient respectées, je pourrais même pas vous les montrer sur le cadran, tellement elles étaient petites, tellement elles seraient grandes. Par exemple, juste, j'ai fait 2-3 calculs, par exemple, si le Soleil avait la taille de ce... Comment on appelle ça déjà? L'écran. De cet écran, merci. Si le Soleil avait la taille de cet écran, la Terre aurait à peine la taille d'une tête d'épingle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment pas du tout à l'échelle. Mais lorsqu'on passe au slide suivant, où on voit plus précisément notre système solaire, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que ça c'est un peu plus à l'échelle, mais comme vous le voyez, ça, c'est la distance Terre-Soleil, la distance Terre-Soleil qui est aussi utilisée en astronomie très souvent comme l'unité astronomique, la distance Terre-Soleil qui fait 150 millions de kilomètres, et c'est pour ça que je vous ai dit que ça met 8 minutes sa lumière met 8 minutes à nous arriver. C'est que cette distance, comme vous le voyez, là c'est 10 fois cette distance, là c'est 100 fois cette distance, 10 au carré, 1000 fois cette distance, et ainsi de suite. Et notre Soleil, c'est pas que ça, c'est surtout une ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, et aussi ce qu'on appelle... C'est con ça. Réfléchissez. Donc comme je vous ai dit, le système solaire c'est pas que ça. Le système solaire c'est aussi une ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, mais c'est aussi une ceinture d'astéroïdes à l'extérieur du système solaire, juste au bord. Maintenant quand vous imaginez le système solaire, ce n'est pas tout simplement une étoile au centre et plusieurs étoiles qui tournent au milieu. Non, c'est surtout une énorme boule d'astéroïdes qui couvre la totalité de notre système solaire, qu'on appelle le nuage d'Oort. D'accord? Il faut juste pour avoir une idée précise sur ce que c'est que le système solaire est entouré d'un énorme nuage d'astéroïdes qu'on appelle le nuage d'Oort. Et en dehors, par exemple, Proxima du Centaure, qui est juste là, et qui a quelque chose, comme je vous l'ai dit, 4,2 années-lumière. Donc maintenant, on va parler de la destinée, de qu'est-ce que va advenir de notre Soleil. Et pour très exactement le même schéma, la vie des étoiles est précisément dictée par leur équilibre hydrostatique. L'équilibre donc on a vu encore et encore et encore. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la naine blanche, étant donné qu'elle n'est pas trop grande, lorsque les réactions nucléaires qui se passent au centre de la naine blanche sont beaucoup trop puissantes pour son propre poids pour les contenir, elle explose, cela donne une supernova. Mais pour le cas de notre Soleil, que va-t-il se passer? Notre Soleil a largement assez de poids pour contenir les réactions nucléaires qui se passent au centre. Enfin, seulement au début. Parce qu'après avoir consommé tout son hydrogène, après avoir consommé tout son hydrogène, elle aura beaucoup d'hélium. Et l'hélium aussi est fusionnable. Et le Soleil a assez de poids pour appliquer assez de pression pour faire fusionner l'hélium en lui-même, et ainsi donner du carbone et de l'oxygène. D'accord? Ce carbone et de l'oxygène, malheureusement, notre Soleil, il n'a pas assez de poids pour les faire fusionner aussi. Du coup, à un moment ou à un autre, il va se retrouver au centre de notre Soleil un noyau de carbone et d'oxygène
qui va être complètement impossible pour elle à fusionner. Du coup, c'est que ce noyau qui va petit à petit grossir va produire beaucoup trop d'énergie nucléaire qui se passe lors de la fusion de l'hélium, deux atomes d'hélium qui fusionnent, produit beaucoup plus d'énergie que lorsque deux atomes d'hydrogène fusionnent. Et bien ça, qu'est-ce qui va arriver? Ça va pousser le Soleil, ça va l'agrandir. Ça, c'est la taille de notre Soleil aujourd'hui, d'accord? Ça, c'est la taille de notre Soleil dans quelque chose comme 3 milliards d'années, puisque notre Soleil aujourd'hui, il a environ entre 2 et 3 milliards d'années, d'accord? Vers la fin de son existence, vers la fin de sa vie, le Soleil sera de cette taille-là. Il faut vous dire que le rayon de ça, c'est la distance Terre-Soleil. Donc oui, on va être bouffé par ce truc, mais dans très longtemps, d'accord? Et le Soleil, qui a maintenant beaucoup grossi, possède un autre nom qu'on appelle une géante rouge. Attention, géante rouge. D'accord? Mais qu'est-ce qui se passe encore plus tard? Lorsque cette géante rouge va continuer à grossir, et ben elle va donner ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire. Ça, c'est une nébuleuse planétaire, une très jolie nébuleuse planétaire qu'on appelle la nébuleuse de l'anneau. Et donc, ça, c'est la destinée de notre Soleil. C'est un énorme nuage de gaz. Et au centre, le noyau de l'étoile qui continue quand même à brûler, puisqu'elle a assez de carburant pour continuer à exister. Et bien, ce noyau d'étoile, il n'est plus considéré comme un noyau, mais comme une naine blanche. Oui, la classe d'étoiles qu'on a vu tout à l'heure. C'est les naines jaunes produisent des naines blanches lorsque, plus tard dans leur vie, elles enflent. Mais ces naines blanches, la particularité, c'est qu'elles sont couvertes d'un énorme amas de gaz et de poussière qui était avant présent dans notre Soleil. Mais fait intéressant qu'il faut remarquer, c'est que la totalité de la matière qui vous compose, qui compose ce PC, ce truc, la fac, tout ce que vous voulez, même la totalité, même toute la Terre a été créée dans des étoiles. Tout. L'hydrogène, il ne va pas du jour au lendemain fusionner pour donner de l'hélium, qui lui-même fusionner pour donner du carbone et de l'oxygène, qui lui-même fusionner pour donner du deutérium. Non, ça ne se passe pas naturellement. C'est à travers les étoiles que la totalité de la matière qui nous compose est passée. Donc techniquement, oui, on est un peu des enfants d'étoiles, ou des bouts de son cadavre, mais c'est pas grave. Donc, maintenant, on en a fini. C'est ce que c'est que les naines jaunes. On va passer directement à la dernière classe d'étoiles qui existe, et c'est-à-dire les supergéants rouges. Donc, je vais vous préparer une petite. Voilà. Ce qui est très important à comprendre au niveau des supergéants rouges, attention, c'est pas géants rouges seulement, c'est supergéants rouges, c'est leur taille. Leur taille qui est complètement colossale. On va commencer par un petite différence de taille entre la Terre et le Soleil. Ça va, c'est bien. C'est dans la moyenne, ça va. Le Soleil. Maintenant, on va passer à un autre type d'étoile. Un autre type d'étoile que je n'ai pas exploré ici, ça aurait été trop long, qu'on appelle les géantes bleues. Voici Rigel, qui est une géante bleue, et qui fait à peu près cette taille-là comparée au Soleil. On a toujours dans les mêmes échelles. Par exemple, la vidéo, elle respecte assez bien les échelles. Et enfin, on va passer aux dernières classes d'étoiles qui existent, les plus énormes, les plus grandes. Ce sont les super géantes rouges, qui sont Barcal. Ça va, j'avoue. Les super géantes rouges. Pour vous dire que vous voyez le rayon de cette étoile, il dépasse complètement le système solaire. Il dépasse complètement le voisinage intergalactique que je vous ai montré tout à l'heure. C'est quelque chose d'immense. Enfin, du coup, de très très grand. Maintenant, on a une vue en plongée sur ce que ça donne à la face. Oui, quand on en a une en face, on dirait un mur. En fait, c'est une boule. Et on est tellement petit qu'on dirait un mur. Et du coup, cette classe d'étoiles, qui est la plus grande, même chose, à cause de son poids, va avoir une destinée complètement différente comparée aux autres étoiles qu'on a déjà vues, c'est-à-dire les naines blanches et les naines jaunes.
quelle est cette destinée qu'elles vont avoir comparée aux autres? C'est-à-dire que, puisqu'on, faut vous rappeler du diagramme que je vous ai montré tout à l'heure, je vais vous montrer deux fois, trois fois quand même, c'est un rapport complètement inverse. Le poids de cette étoile est tellement énorme que les réactions nucléaires qui se passent au centre ne peuvent pas la contenir. C'est, comme vous l'avez remarqué, c'est quand même super, super grand. Et bien, toute cette masse qui écrase complètement le noyau de notre étoile, et ben au bout d'un moment, les réactions nucléaires qui se produisent, ils vont tout simplement pas pouvoir résister à ce choc. Et du coup, on va obtenir ce qu'on appelle communément, ce que je vous ai cité tout à l'heure, une supernova. Ça ressemble à peu près à ça, mais c'est une vie d'artiste, hein, c'est pas du vrai, il n'y a pas un caméraman. Et ce qui est très intéressant dans les supernovas, c'est que c'est des explosions tellement énormes qu'elles sont très lumineuses, et elles laissent derrière elles ce qu'on appelle un corps résiduel. Il y en a deux types, je ne vais pas vous mentir, il y en a deux types, et j'en ai étudié qu'un seul, parce que le deuxième, c'est comme une chose, je n'ai pas le temps. Voilà. Et du coup, ce corps résiduel, après l'explosion de la supernova, comme je vous l'ai dit, à cause de l'effondrement de notre étoile, eh ben, il va être différent selon le poids de l'étoile. Si le poids était complètement moyen comparé, quand je dis moyen, c'est-à-dire c'est toujours comparé au poids des supergéantes rouges en général. Si ce poids était juste moyen, eh ben, elle donnerait une étoile à neutrons. Qu'est-ce qu'une étoile à neutrons? Une étoile à neutrons, c'est une étoile extrêmement dense. C'est sa particularité. Elle fait à peu près la taille de la ville de Paris, en gros. Mais sa densité est telle qu'une cuillère à soupe de la matière dont elle est faite pèserait plusieurs milliards de tonnes sur Terre. Vous comprenez? C'est que la matière est tellement dense, tellement concentrée en un seul point, parce que, comme je vous l'ai dit, vous l'avez remarqué, Paris, c'est pas super grand comparé à notre supergéante rouge. Et ben, toute cette matière qu'on a vue condensée en un seul point donne une étoile à neutrons. Et si les supergéantes rouges sont assez grandes, démesurément grandes, celle que vous avez vue tout à l'heure, c'était Canis Majoris, la plus grande étoile jamais observée dans l'univers. Et bien, si les étoiles sont en gros de la taille de Canis Majoris, qu'est-ce qui se passe? Après l'effondrement de cette étoile, tellement de matières sont concentrées en un seul point que cela donne ce qu'on appelle communément un trou noir. Et bien, un trou noir, qu'est-ce que c'est? C'est toujours de la matière, c'est toujours la même matière qui a composé notre étoile à la base, sauf que cette matière est encore plus concentrée que dans l'étoile à neutrons. Et qui dit concentration de matière, dit gravité extrêmement forte. Parce que la gravité est une force générée par la matière. Moi, étant fait de matière, je génère de la gravité autour de moi. La Terre elle-même génère de la gravité. Sauf que la Terre est tellement plus grande que moi que je ne la ressens presque pas, ma propre gravité. Donc lorsque je saute, c'est la Terre qui m'attire vers elle, et non pas l'inverse. Et bien, cette concentration de matière est tellement énorme que même la lumière, qui est quand même la particule la plus rapide de l'univers, ne peut pas en réchapper. La lumière est tout simplement bouffée par les trous noirs. Donc là, on a une vue pour voir à peu près de quelle taille sont ces trous noirs. D'accord? C'est pas du tout de la taille de la ville de Paris, je vous rassure. C'est un tout petit peu plus grand. Vous voyez ce cercle bleu? C'est l'orbite de Neptune. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas Neptune. C'est le cercle que dessine Neptune en tournant autour du Soleil. C'est une distance vraiment énorme. Il y a écrit en dessous la distance, c'est 8,3 lumières-heure. C'est 8 fois, à peu près, enfin 8 fois, la distance que parcourt la lumière en une heure. Et comme je vous l'ai dit, 300 milliards de kilomètres secondes, faites le calcul, c'est pas super petit. Et ben, notre trou noir, lui, il en fait 4 lumières-jour. C'est-à-dire 4 fois la distance que parcourt la lumière en un jour. C'est tout simplement énorme. Mais ces trous noirs, qui sont tellement denses, tellement concentrés, qu'ils avalent toute la matière autour d'eux, eh ben, ils créent un petit paradoxe autour d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils créent aussi ce qu'on appelle
les quasars. Qu'est-ce qu'un quasar? C'est très simple. C'est lorsque ce qu'on appelle un disque d'accrétion, le même que nous avons vu lors de la création des nébuleuses planétaires. Eh bien, c'est de la nébuleuse stellaire, excusez-moi. Mais lorsque ce disque d'accrétion, qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, il tourne même très très vite. Parce que la gravité que génère le trou noir est tout simplement gigantesque. Et bien cette gravité qui est générée va permettre à la matière de tourner de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite. Et grâce à certains calculs physiques, on sait que plus la matière va vite, plus elle cumule de l'énergie cinétique. Cette énergie cinétique, à un moment, elle ne peut plus être contenue seulement dans la matière. Du coup, elle doit se libérer. Elle se libère sous forme de quoi? Sous forme de lumière. Ce qui nous donne un quasar. Un quasar, qu'est-ce que c'est? Un quasar, c'est le phénomène que crée le trou noir autour de lui. C'est, pour vous donner, c'est le phénomène le plus brillant de l'univers. Un quasar, ça brille à peu près plus que ce que génère des centaines de millions d'étoiles à elles seules, en luminosité. Non, c'est faux. Plusieurs centaines de galaxies. En une seule. À ce degré-là, de galaxies qui sont elles-mêmes constituées de plusieurs milliards d'étoiles. Le quasar, à lui tout seul, permet de créer autant de luminosité autour de lui. Bien, bon, là, c'est ainsi que s'achève notre conférence. J'espère vous avoir intéressé sur le sujet. C'était tranquille, vous avez Surtout, j'aimerais beaucoup remercier Monsieur Robby, qui n'a malheureusement pas pu être là, qui m'a beaucoup aidé à travers toute la création de cette conférence, de mes débuts où j'ai eu l'idée à la fin, Madame Golden, qui est là-bas, qui m'a aussi beaucoup aidé à la mise en place de tout ça, de tout ce que vous voyez autour de vous, les chaises, de tout ça. Et Yasmine, avec qui j'ai écrit cette conférence. Mais aussi je vous remercie vraiment beaucoup parce que franchement, sans vous les mecs, j'aurais jamais pu réaliser. Une séance questions-réponses, allez-y, vous pouvez me massacrer. Personne? Rien? Si. C'est quoi le poids genre, du noyau du trou noir? Le poids du noyau d'un trou noir, il est incalculable. C'est-à-dire que le problème avec un trou noir, c'est que, étant donné qu'on peut étudier très difficilement les caractéristiques de la coquille qui forme le trou noir, mais à l'intérieur du trou noir, on ne peut pas imaginer, on ne sait rien, on n'a strictement aucune idée de la physique qui se passe à l'intérieur du trou noir. Scandale. Tout d'abord, je voulais vous remercier. Je vous remercie aussi, c'est un honneur. On va après dans le café, c'est sûr. J'ai deux questions, je suis avec Allez. Déjà, la nébuleuse, quand vous nous avez montré l'image de la nébuleuse, est-ce que c'est les vraies couleurs? Parce que là, on voit des couleurs. Eh oui, c'est en fait, la question de la couleur est très intéressante. Pourquoi? Parce que lorsque vous regardez le ciel, par exemple, vous ne voyez pas des étoiles bleues, jaunes, rouges, de différentes couleurs. Vous les voyez toutes à peu près, une peut-être qui est un tout petit peu plus bleutée que d'autres, mais elles sont tous la plupart d'entre elles blanches. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme ne peut pas avoir la totalité du spectre de la lumière qui s'offre à lui. Il y a aussi des spectres de la lumière dans l'ultraviolet, et il y en a aussi dans l'infrarouge. Eh bien, ces lumières que nous avons vues, oui, c'était les vraies couleurs, mais en infrarouge. D'accord, est-ce que tu peux nous expliquer? Comment ça? Ces couleurs? Oui, chaque couleur montre la différence de, par exemple, l'hydrogène brille en bleu sous l'infrarouge. D'accord? Tandis que le carbone ou l'oxygène, qui sont présents à l'état gazeux dans l'univers, eh ben, ils brillent en rouge. Tu comprends? Parce que selon la matière qu'on a, elle brille différemment lorsqu'elle est soumise à l'infrarouge. Mais en gros, c'est pas les vraies couleurs. C'est pas les vraies couleurs. C'est pas les vraies couleurs qu'on peut voir, mais c'est les vraies couleurs qui sont générées. D'accord. Mais j'ai une autre question. Vas-y.
Quand on a parlé des naines brunes et naines blanches, Ouais. et tu as parlé de 15 degrés ou 20 degrés À la surface. À la surface. C'est les blanches ou les brunes? C'est les brunes. C'est les brunes. C'est les brunes. Les blanches sont tout aussi chaudes que les étoiles, que notre étoile ici, le Soleil, ou comme d'autres étoiles. Bien sûr, plus l'étoile est grande, plus elle est chaude. D'accord? C'est... Vas-y. Je n'ai pas vraiment compris quel est le phénomène à l'origine des quasars. Par Des quasars? oui. D'accord. Par exemple, on a un trou noir tranquille dans son coin et Ben, tu vas m'expliquer en fait, c'est bien la ça qu'il faut partie entre comprendre. le trou noir et le quasar. C'est que, où trouve-t-on les quasars? Eh bien, la totalité des quasars qu'il y a dans l'univers se trouve au centre des galaxies. Lorsque vous voyez une photo d'une galaxie, je vais essayer de vous remettre une photo. Pour mieux expliquer ça. Bon, mettons celle-là. D'accord? Le centre brille beaucoup, on est d'accord. Eh bien,